Dernière partie de cette émission, de cette édition de Sport et Musique, dans laquelle je reçois avec un grand plaisir nos championnes marocaines et africaines, Esma Niang. Ça va? Bonjour Hanan, merci de m'avoir invitée. Ah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation et d'être présente parmi nous. Ça fait un vrai plaisir. Alors, qui est Esma Niang? Esma Niang. Comme le dit mon prénom et mon nom, une africanité avec un grand A, oui, puis aussi il y a plein de mélanges là-dedans. Donc papa sénégalais, d'accord. Ma maman marocaine, d'Oujda. Oh, super. Je suis née à Mohamedia. D'accord. Et je vis, un mélange. Et j'ai vécu en France, voilà. Ok. Alors, on va parler bien sûr de ta carrière sportive. Donc, mais avant, tu étais dans le militaire. Tu étais militaire. Oui, j'ai passé 10 belles années chez les pompiers de Paris. Chez les pompiers. Pourquoi tu as choisi cette je pense que c'est les pompiers qui m'ont choisi. Non, à vrai dire, c'était un métier de super-héros. Et puis, oui. Voilà, c'est après. J'ai toujours faire un truc extraordinaire étant petite et voilà, les pompiers aussi, ça c'était on fait du sport, on sauve des vies, donc j'étais vraiment attirée par ce métier. Et puis j'ai pas vu le temps passer en fait, tellement 10 ans. que voilà, 10 années, j'ai passé beaucoup de temps dans les camions rouges. Donc voilà, entre le secours à victimes et à l'incendie, éteindre des feux. Donc 10 belles années. 10 belles années. D'accord. Et tu as déjà été confronté à des incidents graves? Ah oui, forcément, bien sûr. Il y a des choses qui marquent, comme je disais toujours. J'étais pas facile pour vraiment oui, bien sûr. J'étais vraiment une jeune fille en rentrant. Je suis en sortie vraiment en femme, quoi. Et on prend beaucoup de maturité, on prend beaucoup de recul parce que on voit un peu la misère sociale. Enfin, j'étais dans un quartier pas forcément dur de Paris, mais c'est les choses qui font que quand on appelle les pompiers, c'est vraiment dans des choses pas terribles à voir. C'est vrai que j'étais super jeune et c'est vrai que j'étais affrontée à voir des choses un peu pas très jolies à voir. Donc après on s'y fait et puis voilà. Ça a forgé peut-être ta personnalité. Oui, forcément, parce que c'est un milieu militaire, donc j'étais la seule femme dans la caserne. Donc il y avait d'autres femmes, mais dans le sens où le corps des sapeurs-pompiers de Paris, on va dire c'était comme la Légion étrangère. En fait, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui rentraient. Puis ils ont laissé une brèche, ils ont ouvert en 2004-2005. D'accord. Donc du coup, je faisais partie des premières femmes. Donc dans ma caserne, il y avait 4000 soldats et puis moi j'étais une des seules. Et donc du coup, voilà, il fallait que je m'adapte déjà. C'était facile l'adaptation, cette question. On va pas mentir, il y a un côté un peu misogyne en fait. Ouais, c'est vrai que j'avais. En fait, c'est un métier pour hommes, normalement. Exactement. Après, qu'est-ce que veut dire un métier pour homme ou pas? Après, c'est vrai que physiquement, c'était très dur. Physiquement, parce que les gardes, c'était très difficile de le tenir parce qu'on dormait pas pendant 72 heures. Il fallait quand même être opérationnel. Donc n'importe quelle heure. Donc il suffit qu'on n'a pas beaucoup dormi pendant 48 heures et les derniers jours, on part pour feu. C'était, il faut quand même. On est toujours un diable, donc puisque j'ai un collègue qui pèse 80 kilos et s'il y a un incendie et qu'il est au 10e étage, je suis capable de le sortir de là. Donc après, physiquement, enfin j'ai passé les tests et je pense que mes collègues aussi, ils avaient beaucoup d'estime pour moi parce que physiquement je tenais et psychologiquement. Donc du coup, quand ils voient ça, du coup on devient un peu la chouchou et on vous protège et puis de toute façon ça va l'un ou l'autre, quoi. D'accord. Donc du militaire au judo. Oui. Pourquoi ce choix? Non, pas vraiment du militaire au judo. En fait, tout est atypique là-dedans. En fait, moi, pour expliquer plus simple, sans longueur l'histoire, c'est que moi, mon rêve, c'était vraiment les Jeux Olympiques. C'était une obsession chez moi depuis que je suis petite. Je le dis assez souvent. Quel sport? Ah oui, j'aurais pu être. Enfin, c'est vraiment. Après, c'est vrai que j'avais un point faible pour l'athlétisme. J'en ai fait d'ailleurs longtemps. C'était l'athlète, j'aurais voulu finir dans une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Et puis,
Depuis que je suis petite. En France? Non, je vivais en Maroc. Au Maroc à l'époque. Ouais, donc moi j'ai toujours rêvé, je dessinais, à l'école je sais que je dessinais des anneaux, je dessinais toujours tout ce qui était en lien avec le sport en fait. C'était vraiment dessiné pour moi en fait. J'ai totalement cru que forcément c'est arrivé. Et donc du coup, la vie a fait que voilà, donc moi je suis partie vivre en France avec ma maman. Et du coup, voilà, je parlais pas français, il fallait que je m'adapte à la langue de Molière, apprendre le français, tout ça, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et donc du coup, j'ai pas pu être en sport-études, tout ça, parce que il fallait reprendre tout à zéro. Donc voilà, ma mère m'a pas mis forcément tout de suite dans un sport-études. Mais donc j'ai essayé plein de sports, mais dans ma tête c'était les Jeux Olympiques. Et puis finalement j'ai fait plein de sports et je vois que il faut j'ai compris le processus pour réussir à aller aux Jeux, c'est un sport-études, il faut commencer, c'est vraiment une démarche comme des grandes écoles quoi. Et en fait moi je suis autodidacte et puis j'ai dit comme c'est pas grave, je serai différente et j'irai aux Jeux d'une autre manière. Et puis voilà, un jour je suis rentrée dans une salle à l'âge de 20 ans. C'était très tard, dans un dojo, pour le judo, c'était très tard? Très très tard. On commence à 5 ans. À 5 ans? Ouais, 4-5 ans. Si on veut vraiment faire une belle carrière, il faut commencer à 5 ans. Mais quand même, tu as fait une très très belle carrière. Oui, mais après, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, je pense que c'est mon physique. C'est que j'aime le sport, en fait, j'aime vraiment ça. Et il s'avère que le judo, je n'aimais pas le judo à la base. C'est un sport que je n'aimais pas. Vraiment pas. Vraiment, sincèrement, moi non plus, j'aimais pas le judo. Et c'était quoi la raison? Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est pour moi. Donc, quand j'étais jeune, pour moi, le judo, c'est un sport qui déforme le corps. D'accord. J'avais cette les oreilles en chou-fleur, tout ça, c'est le ça? Corps, c'est-à-dire on a du ventre, on a des... on grossit, tout. Oui, on devient je sais pas, on prend du poids, on est de grande taille. Je sais pourquoi. J'avais ces impressions. Parce que j'ai vu une championne à l'époque. Je sais pourquoi. C'est marrant ça, parce qu'on voit les lourds. Parce que j'allais m'inscrire. Mais moi je suis une petite... Enfin, il y a plusieurs catégories. Moi je suis une moyenne lourde. En fait, ça va. Il y a des 48, mais ça va jusqu'à lourdes. Donc forcément, vous avez dû voir les lourdes. Hanan, t'as dû voir les lourdes et du coup, tu t'es dit, on dirait c'est marrant ça. Grande taille, avec du ventre. Et moi, c'est une chose que je déteste. Alors, j'allais m'inscrire dans une salle, dans un club de judo. Mais dès que j'ai vu cette championne, et donc du coup, non, je veux pas ressembler à ça, c'est ça? Ah oui. Bon. Je veux pas ressembler. Alors la question, Hanan, si tu m'aurais vu, moi, t'aurais dit ça va? Tu pouvais me ressembler ou? Oui. Ah ouf, alhamdoulilah. Alors, donc, cette expérience de 10 ans dans le militaire a forcément influencé ta carrière sportive? Je pense que ça m'a laissé vraiment une empreinte jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est clair, on peut pas laisser ça. Enfin, 10 ans, on voit beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Donc forcément, ça m'a... Mentalement, c'est une formation militaire. Sachant en disant que c'était militaire, c'est du militaire. Donc du coup, il y a une discipline qui se met. Et puis forcément, quand il y a une discipline, on fait bien les choses. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé au quotidien sur beaucoup de choses de ma vie. Donc que ce soit sur les entraînements, tout ce qui va avec. Et puis bon, le destin a fait que j'ai décidé de quitter pour combattre dans mon pays natal. Tu as décidé comme ça? Il s'est passé plein de choses et en fait je crois vraiment au destin. Des fois on a l'impression qu'on décide et en fait on décide de rien. Et tout est comme quand je suis rentrée chez les pompiers. En fait on a l'impression qu'on vraiment décide mais tout nous tombe sous la tête quoi. Et un jour parce que moi c'est ma maman qui est marocaine et j'avais pas la nationalité parce que c'était par le papa et tout ça et donc et du coup à un moment donné je dis maman j'ai pas la nationalité marocaine tout ça et puis pourquoi j'irais pas combattre au Maroc et mon pays natal, tout ça. Et puis en fait, elle me dit, je te fais les papiers, alors on est parti. Et en fait, j'ai même pas réfléchi, sauf que bon, chez les pompiers de Paris, sachant qu'on est militaire, donc l'armée française, tout ça, je faisais partie de l'équipe de France militaire, je faisais beaucoup de compétitions avec eux, je ne pouvais pas non plus combattre pour le Maroc, et donc j'ai dû faire un choix et j'ai fait le plus beau des choix. Pourquoi ce choix, justement? En fait... T'aurais pu peut-être choisir le Sénégal.
Oui, aussi. Mais en fait, c'est mon pays. En fait, j'ai ouvert mes yeux ici. J'ai ouvert mes yeux à Mohamedia, j'ai ouvert mes yeux. Il se passe quelque chose quand je viens au Maroc, c'est comme ça. Je suis née là. J'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, je me sens vraiment marocaine. Et puis voilà, quand il y a le drapeau marocain, quand je combats, il y a quelque chose. Donc, forcément, à un moment, elle est contente. Elle est très, très contente de que j'ai fait ce choix. Et puis voilà, c'est fait comme ça. Et puis les pompiers de Paris, voilà, ça restera vraiment une très belle histoire de ma vie. Et puis il faut des fois, on va dire peut-être que j'ai eu comme un chat plusieurs vies. Voilà, et une carrière un peu à l'envers parce que forcément l'international réellement je l'ai commencé qu'à 29 ans et c'est là les gens ils vont calculer, ils vont dire mais elle a quel âge Asma? Ah oui, faut pas le dire. Non, on pose pas cette question à une femme. Donc sachant que j'ai commencé réellement poser la question. Voilà, merci, c'est gentil. Mais tu peux me dire tout à l'heure en aparté. Ok. Alors, tu as dit que tu as commencé Réable. Oui, c'est ton élimination en 2018, voilà, lors des Masters de Judo 2018 qui ont eu lieu le 14 et 15 décembre en Chine. D'accord. Donc, après cette élimination, tu as critiqué un petit peu les médias peut-être. Alors, il y avait un manque de soutien. Pourquoi? Il faut savoir en fait que j'ai déjà à ces masters-là, j'étais dans une phase très très difficile. Il n'y a que les athlètes, je pense, qui peuvent le comprendre. C'est clair. Sachant que moi, j'ai fait 2 championnats du monde et 2 championnats du monde, j'ai fini pied du podium. Et sachant que les championnats du monde de judo, c'est vraiment, on est 70 dans la carrière. Donc on est classé 7e mondialement. Si je dois comparer à d'autres sports ou quoi, mais on est vraiment, le tirage, il est vraiment. On est plusieurs nations. Il y avait, je sais pas, 145 nations. Et on était 70, 72. Donc je fais un championnat du monde qui est vraiment extraordinaire en 2017. 2018, je sors la japonaise, je fais vraiment un gros championnat du monde et j'ai eu du mal vraiment à digérer déjà la place de 5 pied du podium de 2018. Donc j'ai passé un moment très difficile jusqu'à décembre et forcément où je me suis sentie, c'est vrai, à cette période-là, donc là il y a beaucoup de choses qui ont bougé et qui ont changé, donc tant mieux. Mais alhamdoulilah, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me sentais vraiment en solitude totale. Et tu représentais à ce moment-là le Maroc et l'Afrique. Oui, forcément. La seule. Oui, forcément. Ouais, voilà. Après, sachant que moi, je n'habite pas en Maroc. Oui. Donc après, c'est un peu difficile. Enfin, tout le staff, il est ici. Moi, j'habite en France. Parce que pour pouvoir avoir des partenaires assez solides et que je puisse progresser, pour l'instant, il faut que je m'entraîne là-bas. C'est peut-être dans quelques années où je pourrais... Et là, j'aurais arrêté d'ici là. Mais pour que des concurrentes assez... qui peuvent aussi me faire progresser, je suis obligée d'aller en France. Ça, c'est une certitude. Après, le fait que je suis en France, je suis un petit peu aussi isolée, toute seule. Donc, je dois me gérer sur beaucoup de choses. Mais bon, là, les choses, depuis là, le master, je perds au premier tour forcément au master, ça ne fait pas plaisir. C'était la fin de saison. J'ai remonté la pente, je suis tombée, mais j'ai remonté vraiment la pente en janvier. C'était très difficile pour moi. Comme chaque athlète le comprendra, de perdre sa médaille, une médaille, parce que nous c'est ça, c'est pas pied du podium, il y en a qui vont nous féliciter, tout ça c'est bien, c'est une belle perf en soi, mais on n'est pas sur la boîte et on n'a pas cette médaille là, donc forcément on le vit très très mal, très difficilement. Après j'ai pris du recul et je me suis dit que finalement je suis capable sur une journée de faire des choses extraordinaires. Et donc du coup là voilà, je suis beaucoup mieux, je me sens vraiment beaucoup mieux, alhamdoulilah. Donc derrière, d'avoir un échec aussi difficile, et c'est là qu'on voit aussi le mental du champion. Donc derrière, je suis repartie dans un grand chelem, un très grand chelem, où c'est la même référence qu'un championnat du monde. Et de faire une médaille de bronze. Donc voilà, je fais une très très belle compétition. En finale, je bats l'Autrichienne. Voilà, j'ai fait vraiment une belle journée, quoi. 5 beaux combats. Même contre la Jap, c'était un très très beau combat. Et donc du coup voilà, c'est de pouvoir en fait tomber très bas et de pouvoir se relever. Et je pense que c'est la chose la plus... Des fois ça vaut mieux qu'une médaille, j'ai l'impression. Enfin, c'est une satisfaction. Tout à fait. Je sais que c'est une satisfaction que moi je ressens des fois mieux qu'une médaille. C'est de pouvoir être vraiment au trou.
vraiment bas. Et puis, en fait, la citation que j'aime beaucoup, pour avoir une ascension qui est très grande, il faut descendre très très bas. Exact. Et aujourd'hui, est-ce que ce manque de soutien continue? Est-ce qu'il y a un changement depuis cette déclaration? Après moi, je suis contente parce que il y a des fois des gens, quand l'extérieur, qui nous voient et qui ont envie de faire partager, enfin... Donc voilà, il y a des partenaires qui croient en moi, qui voilà, ils ont vu que je faisais des résultats et que j'étais un espoir de médaille. Ouais. Et donc voilà, je remercie infiniment, mais je sais pas si j'ai le droit de les citer ou je ne peux pas. Donc voilà, même des prénoms. Même des prénoms. Des prénoms, oui, mais... Voilà, donc je voulais vraiment remercier William et In, qui m'aident beaucoup. Et voilà, donc voilà, il y a des partenaires aujourd'hui qui m'aident vraiment à que je puisse, ils pensent vraiment de toute façon on travaille donc du win-win, donc moi si je gagne, eux aussi ils gagnent. Bien sûr. Et donc voilà, et je suis vraiment contente qu'on croit en moi. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelle est la particularité, voilà, j'y arrive, de Esma Nyong? Je parle de la judoka, pas de la personne. D'accord. Oui, ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait ta particularité, ton originalité, si on peut le dire, par rapport aux autres? D'accord. Eh ben, parce que j'ai toujours faim. Au sens figuré, je sais que je suis partie, et souvent mes concurrentes, elles me le disent, beaucoup. Que ce soit moi, je suis amie à certaines concurrentes. Oui. Après, on n'est pas amis sur le tapis, on très bien, on rigole. Voilà, par exemple, moi, il y a l'anglaise, on s'entend très très bien. Il suffit que je perds, je gagne. Hein. Bon, là, je l'ai battue en Russie. Elle me dit dans le coin de l'oreille, va gagner ta place. Donc voilà, c'est fair play. De toute façon, c'est le fair play, il vient des Anglais. Et je pense que, voilà, j'ai toujours faim, c'est-à-dire que j'ai toujours soif d'apprendre. C'est-à-dire que même par rapport à mon âge, tu vois, à un moment donné, un athlète de niveau, quand il arrive à un certain âge... Je commence à me poser des questions quand tu dis par rapport à mon âge, quand on a... Oui, bah forcément, les filles, elles commencent à 5 ans. D'accord. Elles ont connu le sport d'études à 15 ans. Oui. Non, mais je vais dire... Voilà, et là, ils vont dire c'est une Highlander. Ah, oui. Et donc, du coup, ils commencent à 15-16 ans. Et forcément, il y a un... À un moment donné, à 28, 29 ans, c'est normalement. Sauf que moi, j'ai tout fait à l'envers. J'ai eu un métier, j'ai tout fait à l'envers. Donc voilà. Super. Comme quoi, on peut le faire, ça existe. J'ai 36 ans. On dit en arabe, Tubarkallah. Et tu fais pas ton âge. Et donc, du coup, moi, quand je rentre dans un entraînement, je suis comme une junior, c'est-à-dire que j'ai toujours envie d'apprendre. C'est-à-dire que j'ai encore des choses à apprendre et j'ai toujours envie d'apprendre. Donc, le fait de vouloir apprendre, la progression ne s'arrête pas. Et ça veut dire qui dit progression dit performance. Qui dit performance, on fait des résultats. Le secret, il est juste là. Et tout vient... Moi, j'ai monté ma structure qui s'appelle d'ailleurs l'esprit de en anglais Mind Over Matter. Et je pense vraiment que aussi, tout vient aussi de l'esprit, en fait. Elle consiste en quoi? Dans ma tête, voilà, je me dis pas, je suis vieille, c'est qu'un âge. En fait, c'est de la préparation. J'ai un DU en psychologie du sport. Ah, d'accord, super. Voilà, psychologie, sport et préparation mentale. Donc, je fais beaucoup de préparation mentale aussi à des athlètes en devenir, des jeunes. Et je pense vraiment. Les judokas? Oui, judoka. Ça peut être, oui, j'ai un golfeur, j'ai un judoka, peu importe. En fait, c'est toujours la même histoire, en fait, la performance. Et je pense réellement que. Enfin, je le pense durement que c'est un. Voilà, c'est. Enfin, il y a le talent, c'est une chose, on peut dire le talent, mais c'est. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est vraiment la motivation. Déjà, il y a une partie où ça vient aussi de la discipline, de vouloir faire les choses, mais aussi un truc qui fait que on a envie. Moi, j'ai toujours envie. Je me lève le matin, j'ai envie. Ça m'arrive des fois, je suis fatiguée. Oh, le kimono, il m'énerve. Mon kimono, des fois, on est des amis, je suis fâchée avec mon kimono. Surtout le lendemain que j'ai le championnat du monde, ma médaille, j'avais pas envie de le voir tout de suite. J'étais fâchée contre mon kimono, je l'ai caché dans le placard, je lui ai dit tu restes là. Je viens te voir après dans un mois. Je l'ai pas vu. Il t'a rien fait. Il m'a manqué. Ah, oui. Il m'a manqué. Mais il t'a rien fait. Mais c'est vrai que j'ai toujours envie, donc je repars. Voilà, c'est ça, je pense, ma particularité. Et ça, mes adversaires le savent, que c'est mon point fort en fait. C'est que je ne lâche jamais rien en fait. Voilà, je suis toujours. Et dans mes combats, c'est pour ça que je suis très dangereuse. C'est qu'elles savent que quoi qu'il arrive, elles vont passer un sale quart d'heure. C'est-à-dire que
peu importe l'adversaire qui me prend, je peux très bien perdre, c'est pas le problème. Mais elles savent que ça va pas être facile. Quand généralement elles voient quand je suis dans le tirage, je sais très bien que je vais pas leur rendre la vie facile sur le combat, mais au moins généralement elles aiment ça parce que c'est un sport de combat et en fait c'est un respect pour son adversaire de lui donner un combat qui doit avec une combattre quoi, en fait vraiment. Et c'est vrai que moi quand une adversaire qui me donne un combat rigoureux et qui est dur, que je perds ou je gagne, bah c'est comme elle m'a donné un respect, c'est-à-dire tout son entraînement elle me l'a donné. Et donc du coup c'est comme ça qu'il faut le prendre en fait. Donc du coup je donne tout par respect pour mon adversaire. Tout à fait. Non, et tu parles avec assurance, avec confiance. Est-ce que c'est d'où tu as puisé ça? C'est du judoka, du judo je veux dire, ou bien ton ex-métier, si j'ose dire? Bah, je pense que la vie, il y a un mélange de tout. J'ai rencontré en fait aussi dans ma vie des belles personnes, vraiment des belles personnes qui m'ont accompagnée, que ce soit à la caserne, des gens vraiment formidables qui m'ont accompagné, des entraîneurs aussi formidables. Mon entraîneur de club de Ponto, voilà, Franck Bellard qui m'a beaucoup aidé aussi. Et puis voilà, voilà, alhamdoulilah, j'ai vraiment une baraka, je rencontre des gens vraiment formidables qui m'aident aussi à m'épanouir et puis aussi qui m'aident pour monter encore plus haut la montagne, quoi, l'ascension du Graal de la médaille. Et puis forcément c'est une mentalité et puis forcément des fois on nous voit comme ça, mais en fait en vrai je regarde un film, je pleure, je suis vraiment une chochotte, je suis une vraie fille. Ouais, on me voit comme ça mais je suis tout le contraire en fait. Donc je pleure à tous les films et généralement les sportifs de niveau ils sont comme ça. C'est tout le contraire, on les voit comme ça, on a peur d'eux, tout ça. Mais en fait, c'est tout le contraire, c'est des gros nounours. Quand il y a une bagarre et tout, on est vraiment tout le contraire, on est calme dans la vie, enfin, c'est tout le contraire. Est-ce que ça t'arrive quand tu rencontres quelqu'un quelqu'un qui a peur de Esma Niang parce que c'est une championne, elle est forte physiquement, elle est très forte physiquement même. Est-ce que tu as déjà rencontré en fait, c'est comme j'essaie vraiment pareille. À vrai dire, j'en viens jamais aux mains. Situation. En fait, j'en viens jamais aux mains. J'essaie au maximum, à moins que vraiment il faut défendre quelque chose ou une intégrité physique de quelqu'un ou la mais sinon, déjà nous on n'a pas le droit, on est une arme blanche, donc j'ai pas envie de comment on lève ma licence, on sait jamais. C'est clair. Et puis généralement, enfin, j'essaie de régler les choses avec douceur. C'est vrai que je m'emporte pas vite, je m'énerve pas très très vite. Donc on voit comme ça, mais j'ai un côté self-control quand même. Super. On voit comme ça, ça passe dans tous les sens, mais je suis... Non, je suis un bisounours. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette pratique du judo? Voilà, c'est exactement. À part la condition physique, la force physique. Patience. J'étais quelqu'un qui était très impatient. Vraiment, c'était maladif. D'accord. Et ça m'a permis d'être patiente, parce qu'on n'a pas le choix dans le sport. La patience, de la sagesse, forcément, de la philosophie. En fait, le sport, c'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire du sport, pas forcément de haut niveau, mais de se mettre des objectifs. Parce que aussi le sport permet en fait de se mettre dans un état, en fait, quand on se met des objectifs. Déjà physiquement c'est bien, c'est une chose, et on mène une hygiène de vie, déjà pour la santé c'est quelque chose d'extraordinaire, et puis on se challenge nous-mêmes en fait, c'est quelque chose de super important, et je sais que moi ça m'a révélé, le judo m'a révélé, voilà, j'ai appris à me connaître. En fait des fois on se connaît pas vraiment, dans des moments très difficiles, des moments archaïques, de faiblesse. Ouais, voilà, des moments voilà, très bas, et puis on apprend, on dit j'étais capable de ça, et en fait j'ai appris à me connaître, et j'ai encore plein de choses à découvrir, mais plus on se connaît, et puis mieux c'est, plus on gagne de la sagesse, j'ai l'impression. Exact. Alors, par rapport au judo au Maroc, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai qu'il y a eu des belles surprises. Enfin aujourd'hui, voilà, il y a un staff qui fait de mieux en mieux les choses. Il faut être patient. Encore une fois, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, mais on peut pas tout de suite révolutionner le judo marocain. C'est pour 2020. Tout ça. Et si c'est pas pour 2024, ça sera pour 2028. Il reste beaucoup à faire. Attends. Voilà, tout simplement parce qu'il faut être patient. Sortir un champion, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Donc voilà, il y a des choses qui sont
train de se mettre par rapport à l'international judo fédération, qui sont en train d'aussi investir sur le judo marocain, donc sur des sports-études africains qu'il y aura à Marrakech. Ils sont en train de faire beaucoup de structures ici. Et surtout, moi, la seule chose que, si je peux me permettre à mon niveau, moi, j'aimerais vraiment que les athlètes aient un double projet dans tous les sports. Ça veut dire qu'ils aient aussi... en Maroc, on a encore du mal, où c'est du sport, ou c'est les études. Exact. Alors on peut très très bien lier les deux. Un athlète qui fait un double projet, il se sent bien dans sa tête. Ça veut dire qu'il sait qu'il a un double projet, donc il a une éducation, il y a quelque chose qui se met en place, et c'est important pour lui. Donc il s'épanouira en fait aussi dans le judo. Et donc le fait de pouvoir proposer à plus des écoles publiques de faire des liens avec des sports-études tout simplement, et puis de jeune âge, quoi. À partir de très très jeune, on peut faire ça comme dans les pays occidentaux, hein. En France, tout ça, on est capable de faire ça vraiment, de suivre le sport. Et puis le sport, c'est pas qu'une option. Il y a des pays, par exemple l'Allemagne, c'est quelque chose de très important. C'est comme si quelqu'un qui fait médecine et qui fait une voie sportive, c'est pas parce que la personne a fait médecine, elle est mieux que celui qui fait du sport. Le sport, c'est quelque chose, ça a une valeur très importante. Et là, aujourd'hui, des fois, on peut brader le sport en pensant qu'il n'a pas réussi aux études, il réussira au sport. Non, les athlètes de niveau, c'est des gens très intelligents. Pour avoir une carrière de haut niveau, on ne peut pas être bête, en fait. C'est clair. Et donc, je pense que le sport, plus on le mettra en valeur sur l'éducation, c'est-à-dire que ça peut être aussi un bagage dans la scolarité. Et déjà, on va évoluer énormément dans le sport au Maroc, parce qu'il y aura cette mentalité que le sport a une très très grande importance, et les choses elles iront de mieux en mieux. Oui, mais on ne voit pas de Marocains, de judokas, judokates sur les podiums. Je parle des Marocains. À ton avis, pourquoi? Là, parce que c'est des jeunes, c'est vraiment une grande jeune, c'est vraiment des jeunes, très très jeunes. Donc là, c'est vraiment un sport 2024, je pense vraiment, à part quelques-uns. Mais voilà, faut être patient encore une fois avec eux, il faut être patient. Le judo, ça arrive. Avant, c'était moins structuré. Maintenant, il y a des choses où ils sont structurés. Et voilà, il faut être très très patient. Si c'est pas 2020, ça sera 2024. Mais comme je disais, c'est un sport où il y a beaucoup de choses. Enfin, autour, il faudrait qu'il y ait beaucoup de logistique. Le sport, c'est compliqué en fait. Par exemple, le foot, on va dire, si je dois comparer, je vais pas faire... soyez gentils avec moi, les voilà, on prend un ballon, on va jouer dehors. En fait, on peut apprendre à faire du judo. Le judo, c'est une structure, c'est une salle, c'est un prof. On dit cours de judo. Il y a un kimono, il y a certaines choses comme la gymnastique. Il y a des sports où c'est difficile encore parce qu'il faut vraiment une structure en fait. Donc, voilà, on ne veut pas aller faire du judo en rue ou... voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu représentes le Maroc donc, dans des différentes compétitions. Est-ce que il y a un soutien de la est-ce un suivi peut-être alors là voilà, il y a eu des choses que au début j'ai fait des demandes. Donc là, les choses elles sont en train d'être acceptées. D'accord. Donc voilà. Donc là, sur la dernière Olympiade, vraiment, il faut que je me concentre sur ça. Là, ils vont partir sur la même direction. L'Olympiade Tokyo, c'est en 2020. En 2020, exact. Donc voilà, pour que je puisse avoir l'esprit tranquille. Et voilà, donc de toute façon, c'est main dans la main. Et je pense que l'athlète, il faut vraiment qu'il soit main dans la main et pas en conflit avec sa fédération pour que ça marche. Et voilà. Et comme on dit, c'est pareil les choses du bruit qu'elles font, et essayons vraiment de travailler ensemble, que ce soit avec le staff, les entraîneurs, et que tout le monde travaille ensemble, que ce soit le ministère, pour qu'on puisse être assez soudés, soudés tout simplement pour pouvoir ramener la même médaille, du win-win. Quand il y a des conflits dans certaines choses, tout ça, ça pénalise l'athlète, ça pénalise une fédération, tout ça. Ça mène à rien. Donc voilà, et donc du coup, voilà, des fois il faut accepter de faire de la politique, certaines choses, pour justement essayer de comprendre que l'athlète aussi il a besoin de certaines choses, c'est difficile pour lui, il a besoin aussi d'être accompagné, et c'est très important. Donc là pour l'instant voilà, on va partir sur des bonnes bases pour justement cette belle Olympiade. Aujourd'hui tu as un staff?
Bah, en fait, comme je disais, moi j'ai des partenaires qui m'aident. Vraiment, j'ai des partenaires Tu qui m'aident. t'entraînes tout seul? J'habite en France, donc je vais pas faire des. En fait, il y a un entraîneur national qui est pour les jeunes Marocains. D'accord. Donc il reste au Maroc. Ah, d'accord. Et donc moi j'habite en France, donc il va C'est pas. pas possible. Donc voilà, donc Non, du coup c'est moi j'ai clair. mon staff. Donc là pour l'instant, et puis par contre je viens ici. Quand je viens ici, il s'occupe de moi. Donc là par exemple je suis ici, il s'occupe de moi. Mais comme j'habite en France, mes entraînements sont là-bas. Donc là pour l'instant, grâce à mes partenaires, voilà, je vais pouvoir voilà choisir enfin le staff qu'il faut. Et puis là j'ai commencé déjà. Et puis après c'est vrai que j'ai aussi l'expérience qui fait que bah, j'ai une maturité et moi, voilà, il est 8 heures, si je dois aller m'entraîner, c'est 8 heures, j'ai une discipline, donc j'ai pas besoin qu'on me dise, allô, va te réveiller, va t'entraîner, ou fais ceci. Donc je pars vraiment, Inch'Allah, pour cette médaille. Donc en fait, chaque jour, et pour moi, là, je peux vous dire, il reste 477 jours. Et donc, et là, en fait, je suis en train de juste me dire que 477 jours de bonheur en fait, et j'essaie de profiter, pas me dire ah c'est les jeux, d'essayer de profiter, pas parce que Rio je l'ai mal vécu, je l'ai vraiment mal vécu parce que j'avais pas compris le message de Rio, mais là du coup je pars vraiment en maturité et de me dire que chaque jour c'est un pur bonheur de faire ce que je fais, parce que je fais du haut niveau et je voyage, je fais des choses extraordinaires et voilà, et je fais ce que j'aime en fait, et c'est très difficile des fois de choisir et de vivre de ce qu'on aime, donc voilà, donc voilà, chaque jour c'est un pur bonheur, je m'entraîne et après j'arriverai au jour J et sans pouvoir me bloquer, parce qu'avant à Rio j'étais là ouais c'est les Jeux Olympiques, et puis je suis arrivée là-bas et puis j'ai eu le revers de la vie était très très difficile, mais là je le vis pas de la même manière Tokyo. Faut vraiment que voilà, j'apprécie. Là c'est les championnats d'Afrique dans une semaine, Inch'Allah. Donc voilà, je stresse pas, je fais mes maisons. Ce sera les championnats d'Afrique dans une semaine et voilà le jour. Bien préparé pour le championnat d'Afrique. À vrai dire, enfin sans prétention, c'est que si je suis pas prête, je ne présente pas la compète jamais. Ah, voilà, avec modestie. Non mais très vraiment. modeste. Oui, je comprends, je plaisante. Alors, et tu es la seule dans cette compétition, aussi, marocaine qui représente le Maroc, la seule aussi? Non, pas du tout. Il y en a d'autres? On est une équipe, hein. Là on va partir à 15 ou 16. Donc des jeunes. Donc l'année dernière on avait ramené 4 médailles d'or. Donc on essaye vraiment de 4 ou même plus. Donc le niveau africain, aujourd'hui ils sont capables d'être champions d'Afrique au niveau africain. Donc les Égyptiens qui sont un peu forts, quand même ils sont forts niveau international, les Tunisiens et les Algériens. Après c'est à nous bah, voilà, de se battre le jour J. Comment ça se déroule cette compétition? Alors c'est par catégorie pour les jeux qui ne comprennent pas le judo. Il y a des catégories de poids, donc 60 kg, 66, 73, 81, 90, moins de 100 et plus. Et chez les filles, ça monte. Moi je suis en 70, c'est au milieu. Et chaque jour c'est une catégorie. Donc là c'est par exemple moins de 60, moins de 66 ensemble, et moins de 48, moins de 57, et ça part. Moi je combats en même temps que les 81. Et voilà, et du coup c'est une journée qui il peut y avoir une dizaine, quinzaine de combats, parce qu'on est moins dans le continent africain. Et puis voilà, il faut gagner tout pour être champion d'Afrique. Bon courage et bonne chance pour ce championnat. Donc on se fait une autre petite pause musicale. On se retrouve juste après pour la fin de cette émission. Super visite. Eh ben bravo. Chapeau. وخانا يا نوصل باش نوصل ليك فهمتي حاجتي واللي كنشوفو فيك فيكفي العمر وما يكفي خلود حيت كنبغيك كيما بلا حدود بجميع اللغات انا باغي نقولها لك غنيها باش نوصلها لك ما تكيروش وتامينا نبغيك يا انت الروح اللي حياتها الحاني انت اللي عطيتي لكلامي معاني انت القوافي اللي حلت لساني وانت هي نوطة سحراني ارضي انت وقلبك موطني نفديك بعمرك قبل ما تساوميني كلام العالم كله ما يكفيني نوصف احساسي اللي طمنيني نخلق مش فيك اللي كنشوف الابتسامة والماما تقول لي ولدي الاسلامة كتحكيني من اللي تهمس بكلامة حيت ربي شحال الجنة تحت قدامة كنولي شاعر كل مشاعر نكتب ونغني ونتفنن فرحاني باغي نقول لك نبغيك بلغة كل الفنون حيت عليك يدور الكون نبغيك يما تخسر جامع يما هلك انتي لي خاينة عشتي بدي شما
تسواكي وانا بالفرح اضحك وباكي كل امال وطموحي رضاكي هاكي قلبي خذي سمعي كل طاقة اسرع من اللي فاتو باغي نقولك باللي انت اللي سكناتو حيت ملي تبلش كون من غير تسقاطو خليني نتفلسف نكتب ونالف يتسالى الكلام وعمري ما نقدر نوصف يما شحال كنبغيك فوق كل طونة حيت عليك يزوركم نبغيك يما تخسر جامع يما ركبتي لي خايبنا طيبي دي جما I love you mama Je t'aime mama Mama te amo ميكروفونيا وماما لما نسريك انا فوق ما كتخيلي انتي القمر اللي مضويني ليلي ما عرفت علاش دموعي باغا تسيل يمكن تفهمي كلمات الموت حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب تبغيني كيما انا واخا العيوب ما كاينه المرا اللي فيها انا كندوب من غيرك يما لما نسريك انا فوق ما كتخيلي انتي القمر اللي مضويني ليلي ما عرفت علاش دموعي باغا تسيل انا تفهمي حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب تبغيني كيما انا واخا العيوب ما كاينه المرا اللي فيها انا كندوب من غيرك يما بجميع اللغات انا باغي نقولها لك غادي نغنيها باش نوصلها لك Mousselim et Yimma à l'instant sur Chaîne Inter, dans notre émission Sport et musique qui touche à sa fin. Le temps passe si vite et on s'en lasse pas, n'est-ce pas Asma? Alors, qu'est-ce que tu as prévu? Parce que tout à l'heure tu as dit donc tu vas arrêter dans quelques années. Oui. C'est bientôt la fin. C'est bientôt. Donc combien d'années? Bah, on va dire Tokyo. Non. Tokyo, c'est tout le monde me dit ça, j'en ai plein. Ils me disent, mais t'es encore jeune, continue jusqu'à 2024. J'ai dit, je voulais que je finisse ou en 10 ans, je sais pas. Non, après, il faut, toutes les belles choses ont une fin, il faut l'accepter des fois. Après, moi, je pense que ma fin de carrière, en fait, on va dire, j'ai toujours eu de double projet, donc ça ne me fait pas peur. Moi, j'ai monté ma structure vraiment. Super. Donc ma boîte qui s'appelle Mind Over Matter, et voilà. Et le concept, c'est de la préparation physique vraiment poussée par la performance, en fait. Et puis prépa mentale. Vraiment pouvoir aider tout ce qui se passe dans la tête d'un athlète. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est très important. Et, ouais, voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs piliers dans la performance. Il y a la technique tactique, mais il y a deux piliers aussi qui sont très importants. Et moi, je voulais en faire mon créneau. Parce que je les ai vraiment étudiés. C'est la préparation physique et la préparation mentale. Et comme ça a été vraiment mes points forts, comme j'avais commencé très tard, et la technique tactique, je l'ai appris vraiment très tard. Donc du coup, j'ai encore... Moi, je me suis beaucoup améliorée dans ces deux performances, et donc voilà, je m'en suis fait aussi mon métier. Super. Donc, c'est ton projet après, de fin de carrière, si on je le fais déjà. Déjà. Oui, ça fait. Et tu as prévu depuis Rio, en fait. Tu as commencé. Voilà, j'ai ouvert ma structure ici en France. J'ai ouvert ma structure et puis voilà. Et là, je lève un petit peu le pied. J'ai gardé que très peu d'athlètes que je peux gérer. Mais voilà, donc elle existe déjà en fait physiquement, donc elle est déjà là. Donc ma fin de carrière, elle se fera avec douceur, on va dire. Doucement. Et qu'en est-il de la relève quand Asma elle va prendre sa retraite? Et moi, je mets un peu la pression à mes 70 derrière, parce que je leur dis, la KT 70 c'est une merveilleuse et belle catégorie, parce que pour moi c'est une catégorie qui est juste très difficile en international. De perfer, elle est très difficile parce qu'il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de médaillés mondiaux, olympiques. Et à chaque fois, mes petites jeunes, je leur dis, je veux que quand je vous donne le flambeau, quand je partirai, je veux que vous portez avec fierté cette catégorie-là. Donc c'est vrai que j'aimerais que cette catégorie-là soit bien représentée quand je pars. Et ça me fera plaisir de voir le drapeau après moi, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah, et on te souhaite bon courage. Merci beaucoup, Anan, merci beaucoup. Dans tout ce que tu fais. Bon courage pour le championnat d'Afrique, pour aussi Tokyo 2020. D'accord, donc et bon courage dans tout ce que tu fais. Bravo, chapeau bas, Asma. Donc voilà, notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à notre technicienne Manel. Quant à moi, Hanan Itami, je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 11h sur Chez Inter pour une nouvelle édition de l'émission Chez Inter Express, dans laquelle on va parler de la jalousie fraternelle. Excellente soirée à tous. Je voulais percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas de taille. Alors, on va, on fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est heureux. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, 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 autour s'attire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Alors, on va, on fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est sur moi, il m'a eu, oh, mais je n'ose pas lui dire qu'il compte pour moi, je l'avoue, oh, qu'il en faut plus pour partir avec moi, même si au fond je le veux, hey, prends les devants et fais-moi rêver, oui j'ai réuni toutes mes affaires, on va où on fait quoi, on s'enfuit, on s'en va sans pour autant tout foutre en l'air, une voix me dit non n'y va pas, j'ai peur de me tromper sur lui, mais donc je sais qu'il m'a conquise, bon on y va. Si ça ne va pas, je me montrerai les doigts. Sexy raffine, sexy raffine, sexy raffine, sexy raffine. Chocolat, 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 chocolat.